je vais céder la parole à Nathalie, qui nous parle de logique, les logiques de la psychanalyse. Ah oui, je vois, oui, alors, tant mieux. Le paradigme. Pardon, oui, non, c'est pas tout à fait le titre. Ton titre, c'est les paradigmes logiques de la psychanalyse. Alors, allons-y. Tu as encore des choses à rajouter? Non, c'était juste ça. Je perdais mon temps, si on peut dire. Écoute, merci de me permettre de vous exposer quelque chose qui est vraiment comme ça, un peu nouveau, un peu audacieux, et justement, je serais contente d'avoir des retours de la part des gens qui vont m'écouter. Cet exposé va être centré sur le tableau de la sexuation de Lacan, que Pierre a remis au tableau, et on va considérer donc les deux côtés des formules comme constituant deux paradigmes logiques qui débordent la simple opposition homme-femme tout en la préservant. En amont de ces formules, nous verrons comment elles s'enracinent dans la logique traditionnelle d'un côté et comment de l'autre, les mathématiques ont pu jouer un rôle. Et en aval, l'appel d'air considérable qu'elles peuvent représenter, pas seulement dans la psychanalyse, mais dans ce que Freud appelait la culture, le malaise dans la culture, nous mènera à évoquer les nouveaux féminismes s'attaquant davantage au patriarcat qu'au capitalisme. Dans le travail mathématique lui-même, ce que Grothendieck appelait le féminin mathématique peut y trouver un éclairage. Alors, le terme de paradigme logique lui-même est en fait utilisé de nos jours en informatique. Je crois que c'est dans Wikipédia que j'ai trouvé cette définition. Le paradigme logique considère les inscriptions numériques en tant que formalisation de la connaissance. L'ordinateur calcule sur la connaissance formalisée. Il s'agit de programmation logique adaptée aux besoins de l'intelligence artificielle. Alors même si Lacan a fait une conférence remarquée sur ce qui s'appelait à l'époque la cybernétique, conférence retranscrite dans le séminaire 2 de l'année 1954-1955, à l'époque, Lacan cherchait à formaliser ses avancées théoriques dans un but pédagogique, allant jusqu'à s'intéresser les années suivantes au calcul logique de Boole et de Frege. Malgré cela, on ne peut absolument pas soutenir qu'il ait introduit un paradigme logique au sens actuel, ou qu'il se soit placé à un niveau épistémologique qui situerait la psychanalyse dans un courant logistique. On se rapprocherait davantage du pont qu'il a cherché à faire entre psychanalyse et logique en évoquant l'opposition entre logique classique et logique intuitionniste. Freud affirmait en effet que l'inconscient ne connaît pas la contradiction et que le principe du tiers exclu n'y est pas respecté. Donc c'est une ouverture vers la logique intuitionniste. Et par rapport à la question de l'infini, il est clair que Freud restait clairement dans un constructivisme finitiste, comme en témoigne sa logique oedipienne ou sa théorie des pulsions, toutes deux remises en question d'ailleurs par Lacan au fil des années. Le terme de paradigme logique est donc pris ici dans un sens beaucoup plus large, très loin de la précision de son usage en informatique. Alors, on va commencer par ce que Lacan appelait le côté homme de ces formules. Alors, là, c'est pas précisé, mais si on reprend les termes de Grothendieck, justement, là, c'est le yang. Et là, il est le yin. Alors, côté homme, donc, ce que Grothendieck lui a repris en termes de yang, on peut dire que dans le monde occidental, le paradigme logique qui a prévalu est celui d'Aristote,
complétée de la logique scolastique. C'est une logique de maître, fondée sur le tiers exclu et le syllogisme. Ce dernier repose sur des propositions universelles et des particulières, croisées avec les affirmatives et les négatives, que l'on retrouve dans la logique des quantificateurs. Le tableau dit des formules de la sexuation de Lacan présente les formules côté homme comme étant celles de cette logique traditionnelle avec une universelle et une particulière. Alors l'universel se lit pour tout x phi de x et l'exception, il existe x tel que non phi de x. Où la fonction propositionnelle phi de x veut dire que x est soumis aux lois de la parole et du langage, c'est-à-dire à la castration. Castration veut dire finitude et incomplétude des signifiants. On peut aussi la considérer comme la formulation psychanalytique du tout homme est mortel. Il y a plusieurs façons de commenter la question de la castration. Voilà. Mais du point de vue symbolique, ça vise que les signifiants, il en manquera toujours. Son côté incomplet est toujours fini. La théologie avec Thomas d'Aquin complète, à mon sens, la position d'Aristote en posant une exception. Davantage encore qu'immortel, Dieu seul a accès à l'infini en acte qui était banni de la logique d'Aristote. L'infini est donc unique, c'est la place de Dieu qui englobe tous les existants qui, quant à eux, demeurent finis et limités. Dieu est le seul infini en acte, faisant exception par rapport à la proposition universelle. Les autres, conformément à Aristote, sont des infinis potentiels, c'est-à-dire finis. L'interprétation aristotélicienne telle que complétée par la scolastique pourrait se dire « tout homme est mortel et Dieu est le seul immortel ». Donc Aristote, avec d'Aquin, nous donne les cadres formels de la logique côté mâle de la sexuation, l'universel d'Aristote et l'exception de d'Aquin. C'est dans ce cadre que Freud se situe quand il analyse ce que l'on a appelé les foules freudiennes, l'armée et l'Église, où l'uniformité de la foule est assurée par un élément extérieur, un chef, un pape, etc. Alors, vous trouvez ceci dans Psychologie des masses et Analyse du moi, de Freud. Lacan, lui, emprunte au symbolisme logico-mathématique les quantificateurs pour écrire, selon son jeu de mots, la norme mâle. Le normal, il propose d'écrire la norme mâle. Et c'est comme ça qu'il introduit les quantificateurs avec quel que soit x phi de x, pour le côté universel, et il existe x non phi de x pour la particulière exception. Tous les hommes sont soumis à la fonction phallique, seul Dieu, ou le Père primordial freudien, ou encore le nom du Père lacanien y échappe. Alors, si Aristote et d'Aquin avec Freud ont pu offrir à Lacan l'accès aux formules de la sexuation côté homme, soulignons que l'usage ici des quantificateurs est conforme au symbolisme de la logique mathématique, ce qui n'est plus le cas dans les formules côté femme, où Lacan introduit une négation sur les quantificateurs eux-mêmes et pas seulement sur des propositions. Ce que je vais tenter de soutenir et de montrer, c'est comment les apports de Cantor et de Gödel ont devancé les structures des formules côté femme. Alors Freud a pu dire que l'artiste précède souvent le psychanalyste. On peut se référer à ces textes sur la Gradiva, sur d'autres auteurs, où il insiste sur le fait que l'artiste exprimait déjà ce que lui voulait dire dans la psychanalyse, et donc que l'artiste précède le psychanalyste, souvent.
On peut dire qu'il en est de même pour le mathématicien par rapport à la physique, comme cela est reconnu dans le champ de la science. Plus généralement, certaines avancées en mathématiques ne devancent-elles pas, ou au moins ne sont-elles pas contemporaines et significatives de ce qui court dans les profondeurs du goût, ou plutôt dans les profondeurs de la structure, comme on pourrait le dire de Cantor et de Gödel, sans doute aussi de Grothendieck. Alors chez Lacan, les formules dites de la sexuation découvrent deux logiques qui, comme le yin et le yang, peuvent coexister dans chaque sujet, mais ouvrent à une opposition qui me semble intéressante dans notre monde contemporain, caractérisé par ce que l'on a nommé le déclin du père, en tout cas une diversification du rôle du père qui perd sa prédominance patriarcale. Le côté femme des formules ne se déduisent pas pour autant en négativant les formules côté homme. Ça n'aurait aucun intérêt de faire un positif et un négatif. Alors, je vais dire deux mots sur ce que Lacan considérait être la jouissance féminine pour qu'on comprenne mieux ce qui est écrit là au tableau, dans la mesure où le séminaire encore dans lequel ce tableau arrive à son aboutissement concerne précisément la question de la jouissance. Pour la psychanalyse lacanienne, la jouissance féminine se partage entre la jouissance inscrite dans la fonction phallique, qui est commune à ce qu'il appelait par l'être, à tous les êtres parlants, et une jouissance supplémentaire qui n'est pas inscriptible dans la fonction phallique, tout en s'éprouvant dans le corps. Ce pas tout phallique ne signifie pas un défaut ou un manque, mais une ouverture, un au-delà du phallus dans la psychanalyse. Il n'introduit pas la négation de l'universel présente du côté homme, mais se loge dans chaque femme. La division se manifeste au cas par cas dans chaque singularité. C'est ce que préserve l'écriture nouvelle que propose Lacan, pas tout x phi de x, avec une barre sur le quel que soit x, phi de x. La négation porte sur le quantificateur lui-même. Lacan a cherché en vain une trace de ce patou chez Aristote, et nous pensons que c'est chez Gödel qu'il a pu en trouver une inspiration. L'article de Gödel de 1931 s'aborde en effet l'ambition de ramener toute vérité à l'universalité de la prouvabilité. Il peut s'énoncer ainsi: tout système axiomatique contenant l'arithmétique supposée consistante possède des propositions vraies qui ne sont pas démontrables dans le système. Cela dit exactement que pas toutes les propositions vraies sont démontrables. Plus précisément, les commentaires de Gödel lui-même, à propos de son théorème d'incomplétude, vont dans le sens qu'il y a des vérités qui ne se résorbent pas toutes dans le formalisme logique, quel qu'il soit. Et même que chaque proposition, même démontrable, garde une part de vérité qui échappe à la démonstration et reste attachée à l'intuition. L'écriture inventée par Lacan, en mettant la barre sur le quel que soit x, phi de x, convient donc parfaitement au théorème de Gödel, si ici phi de x veut dire que x est démontrable, et où x représente une proposition vraie. Quant au Dieu unique et infini, qui va faire le pendant du côté de l'existence, quant au Dieu unique et infini de la scolastique, alors il faut peut-être insister sur le côté homme, les deux formules ne sont pas contradictoires. L'exception, pour Lacan, est en dehors de l'ensemble. C'est lui qui va déterminer l'ensemble dans la mesure où il est précisément en dehors de l'ensemble. D'où l'absence de contradiction entre les deux formules côté homme. Dans un premier temps, on pourrait trouver qu'elles sont contradictoires. Et que l'exception est
précisément est en dehors de ce qui fait groupe, ensemble d'hommes. Quant au Dieu unique et infini de la scolastique, qui vient faire exception à l'universel du côté homme, c'est par les mathématiques de Cantor qu'il peut être remis en cause. C'est ça que je vous propose à la discussion, en fait. Son article de 1874 prouve qu'il y a au moins deux nombres infinis distincts, puis l'apparition en 1895 et 1897 des contributions à une théorie générale des ensembles transfinis présente une infinité de nombres infinis, aussitôt suivie par la découverte du paradoxe du plus grand infini. Alors le paradoxe du plus grand infini vient du fait que dans la construction de Cantor, à chaque transfini, que ce soit un cardinal ou un ordinal, il y en aura un plus grand. Donc pour Cantor, il avait d'abord dit, voilà, la place de Dieu est là, au niveau de l'infini, et le fait qu'il y ait un paradoxe et que cette place-là devient inconsistante va faire problème. Mais ce qu'on peut dire, c'est que je vais faire une petite digression par rapport à Cantor qui nous aidera à comprendre un petit peu en quoi son apport peut être précieux. Ce paradoxe semble, dans un premier temps, soulager Cantor, l'exonérant d'avoir fait sauter l'unicité de l'infini divin. Au-delà des transfinis, il y a donc un absolu qui échappe à la théorie des ensembles. On retrouve la place de Dieu, simplement repoussée plus loin, si l'on peut dire. C'est en tous les cas ce qu'il soutient dans une correspondance avec des prélats du Vatican qui étaient inquiets sur les conséquences théologiques d'une théorie de l'infini. Alors, il y a eu effectivement une commission qui s'est faite au Vatican pour réfléchir à cette nouvelle théorie de l'infini et à voir en quoi ça pouvait toucher la théologie. Alors Cantor les rassure avec l'argument de l'infini absolu, qui n'en demeure pas moins une place inconsistante, et c'est un argument qu'il abandonnera d'ailleurs par la suite. À partir de 1890, une nouvelle génération de jeunes mathématiciens s'enthousiasme de la théorie des ensembles. À leur tête, Hilbert, qui s'écrit face au paradoxe que du paradis que Cantor a créé pour nous, nul ne nous chassera. Une célèbre formule dans une de ses conférences au début du XXe siècle. Hilbert a eu le temps d'échanger des lettres avec son maître avant que celui-ci ne sombre au tournant du siècle dans des délires qui vont l'écarter de tout travail suivi en mathématiques, hormis ses cours qu'il réussit à donner de façon épisodique jusqu'à sa mise à la retraite anticipée en 1913. Dans cette correspondance, Cantor prend une distance ironique par rapport à l'absolu divin et distingue désormais deux sortes d'ensembles. Les ensembles transfinis qui sont maintenant bien maîtrisés grâce aux travaux de jeunes mathématiciens comme Zermelo ou Frenkel, et les ensembles trop grands pour être accessibles à la théorie actuelle des ensembles. De nos jours encore, la question des ensembles inaccessibles et des grands cardinaux demeure, enfin vous me direz si je me trompe, encore un domaine de recherche pointu et peut-être soumis encore à des polémiques. En termes lacaniens, tout se passe donc en ces dernières années de mathématiques pour Cantor, comme s'il renonçait à une vérité trompeuse fondée sur un absolu divin, pour envisager un savoir sur un bout de réel, celui des ensembles inaccessibles. Alors là, je souligne l'opposition entre vérité et savoir, qui est important chez Lacan. Vous le trouverez par exemple dans le dernier article des écrits La science et la vérité. La vérité, pour le coup, elle n'est jamais pas toute, elle est midite, comme il dit souvent, on ne peut jamais l'attraper. À d'autres moments, il a dit que c'était une façon d'allumer le feu vers le savoir, et que ce n'était pas la vérité en elle-même qui était recherchée, mais un savoir sur
un bout de réel. Ici, pour Cantor, celui des ensembles inaccessibles. Il abandonne donc cette vérité du côté de la religion, où il avait mis la place de Dieu, l'absolu divin, pour envisager un savoir, finalement, un nouveau savoir sur un bout de réel. Au niveau de la structure, Cantor témoigne d'un rejet du nom du Père au profit d'un réel qui se présente, comme le décrivait Lacan, comme un impossible logique. Cette petite digression sur Cantor nous conduit à l'écriture pas existe X, non phi de X. Alors, le non phi de X renvoyait, je vous rappelle, à l'absolu divin du côté homme, et donc là, ce qui est affirmé, c'est que non n'existe X, où la négation porte là aussi sur le quantificateur et non sur la proposition qui conduirait à l'affirmation universelle. Si c'était tout simplement qu'il n'existe pas de X, non phi de X, ça voudrait dire quel que soit X, phi de X, et on retomberait en boucle comme ça. Il vaut mieux entendre le non existe X comme renvoyant plutôt à l'évanouissement du non phi de X. Celui-ci n'a plus de raison d'être dans un contexte de Patou. On peut ainsi mettre en avant un Patou gödelien et lacanien, confirmé par la chute de Dieu et du nom du Père dans cette nouvelle logique cantorienne et lacanienne. Cantor et Gödel participent de cette émergence d'une nouvelle logique qui se trouve être un nouveau paradigme logique dans la psychanalyse et sans doute au-delà. Alors, je vais faire assez court pour qu'on puisse échanger par rapport à tout ça. Alors, on peut revenir à Grothendieck et son opposition Yang Yin, où je situe Grothendieck finalement quand il décrypte les rapports de pouvoir entre les mathématiciens eux-mêmes. Il explique le rejet qu'il perçoit de ces mathématiques de la part de ses anciens élèves comme rejet du style Yin avec lequel il aborde la mathématique. Le travail mathématique se doit de transformer la chose mathématique en un objet maniable dans un langage formel. C'est ça qui est présent tout au long de Récoltes et Semailles, c'est la perception de choses qui émergent comme ça des brumes et que Grothendieck dit pouvoir transcender d'une certaine façon et les mener à être un objet mathématique maniable dans un langage formel. C'est pour ça que j'ai écrit objet sur chose, du côté des mathématiques. Et chez Lacan, il y a quelque chose de similaire, c'est-à-dire que la chose freudienne, c'est un article aussi de Lacan dans les écrits, qui renvoie au Das Ding de Freud, le Das Ding renvoyant toujours à la mère, et là on voit aussi quelque chose d'homogène avec les commentaires de Grothendieck par rapport à la chose mathématique. Et Lacan a transformé, enfin il n'a pas transformé, mais le Das Ding est devenu un objet, l'objet petit a pour Lacan, il a remplacé d'une certaine façon, en étant maniable dans la théorie, le Das Ding freudien qui était pas mystérieux, mais enfin que Freud développait comme étant du côté du rapport à la mère, le rapport primordial à la mère. Alors la jouissance féminine, selon Lacan, est une jouissance qui précisément est sans objet. Et on peut le voir justement puisque Pierre nous a mis aussi, pas seulement les formules telles que je voulais les commenter, mais là,
on voit que le petit a intéresse le sujet masculin et qu'il n'est pas présent dans ce qui peut intéresser le la barré. On va voir pourquoi est-ce que le la est barré, le la de la femme. Alors, dans la mesure où cette jouissance est sans objet, il lui reste donc un abord direct à la chose. Ce contact direct avec la chose caractérise, me semble-t-il, ce que Grothendieck nomme le féminin mathématique. Ce n'est pas une mathématique qui serait féminine, ce qui n'a pas de sens, les mathématiques sont ce qu'elles sont, hein. Mais c'est une façon de faire, une façon d'aller directement à la chose que la plupart des mathématiciens, selon Grothendieck, sont incapables de faire. Ils vont d'un objet de là à un autre pour faire des glissements, des rapprochements, des parallélismes, etc. Mais ils ne créent pas en se sourçant à la chose. Ils ne laissent pas venir à eux les rêves et les rêveries qui font émerger des choses qui peuvent devenir des objets mathématiques. C'est ça qui est développé tout au long des récoltes des semailles. Voilà. Alors, donc j'ai été très concentré, hein, tout ce que j'ai apporté là ici, donc on pourrait peut-être discuter. Je voulais simplement apporter un autre schéma par rapport au rapprochement et au parallélisme qu'on peut faire entre la logique côté femme et côté homme, surtout côté femme, et ce que ça apporte de nouveau, et la proximité avec ce qu'on peut dire du côté des mathématiques. La femme est donc pas toute fille de X, dans la mesure où quelque chose en chacune il y a le fil de X qui est présent en tant qu'être parlant, toute femme est juive, a un côté fil de X et quelque chose qui est supplémentaire, comme dit Pilatron. Et pourquoi le là est barré ici, c'est que si la femme existait, ce serait que il y aurait comment dire, un nom phi de X absolu qui existerait côté femme. C'est-à-dire qu'il y aurait la femme qui serait pas du tout phi de X, qui serait uniquement femme et pas du tout phi de X. Et ça, ce serait la femme telle que Lacan l'imagine par moment. C'est-à-dire, il dit je ne crois pas en Dieu, mais je crois en la jouissance féminine. C'est la femme qui existerait. Et en même temps, il y a la fameuse formule de Lacan, la femme n'existe pas. La femme n'existe pas parce qu'il n'y a pas effectivement de femme qui pourrait être uniquement femme sans du tout de fille de X et donc d'accès à la. Après, ce serait pure folie. Hein. Donc c'est intéressant cette possibilité de la femme qui en fait n'existe pas, d'où le là barré. Alors du côté des propositions qui sont démontrées en mathématiques, on a vu que pour Gödel, effectivement, chaque proposition a une part, même celles qui sont démontrées, il y a une part aussi de vérité qui est non démontrable. Alors, du côté des mathématiciens, il y a la question de la vérité qui échappe justement à la démonstration. Il y a deux positions possibles, c'est-à-dire le platonisme qui dit qu'il y a effectivement une vérité quelque part, même si on n'y a pas accès. Et l'autre façon de dire, c'est que la vérité avec un grand V en mathématiques n'existe pas, de même que la femme n'existe pas. Et à ce moment-là, c'est une position constructiviste et non plus platonicienne. Donc là, il y a un parallèle qui me semble intéressant entre cette vérité toute qui est imaginée
par Gödel et par d'autres, et avec le côté la femme qui n'existe pas, mais qui peut être imaginarisée par opposition au pas toutes. Donc voilà, je vous soumets tout ça à discussion. Alors ce qui peut faire problème, effectivement, c'est que d'utiliser comme ça Cantor et Gödel pour appuyer les formules de Lacan, on peut penser que c'est un effet d'après-coup, c'est-à-dire qu'on utilise le patou de Lacan pour expliquer Gödel et Cantor. Soit il y a cet effet d'après-coup, soit on peut dire ils ont pressenti quelque chose qui quand même était qui n'a pas été pris tel quel par Lacan, mais qui était là sous-jacent, d'autant plus que ce sont les deux seuls mathématiciens quasiment auxquels Lacan fait appel régulièrement dans ses séminaires. Donc tu me donnes la parole. Voilà. Je vois que tu as une dernière page. Oui, non, j'avais d'autres développements, mais je voulais resserrer un peu les choses. Par rapport aux répercussions, effectivement, actuelles, par rapport au féminisme, ou par rapport... tu nous avais fourni des choses oui. très actuelles. Oui, donc j'ai sauté tout ça pour resserrer sur la dimension logique. Mais on peut y revenir s'il y a des questions qui peuvent amener à ça. Peut-être avant de donner la parole à tout le monde, tu pourrais commenter la troisième flèche. Il y en a deux qui sont, enfin pour moi, sont un peu familières, mais celle qui est en diagonale, là barré à S, du grand autre barré, ben, ça l'est moins. C'est moins, mais... Oui, c'est ça. La troisième flèche, disons. Alors, le labarré, c'est ce que... Oui, c'est ce que tu dis. J'ai un peu expliqué tout à l'heure que ça renvoie à la femme qui n'existe pas, donc c'est le labaré. Et ce qui intéresse plus la femme en tant que pas toute, justement, c'est le manque de signifiant dans l'autre. D'où la flèche vers Grantès de Labarré. Grantès de Labarré, c'est le mathème, l'écriture de Lacan pour dire que c'est le signifiant du manque dans l'autre, du manque de signifiant. Le manque de signifiant dans le grand autre. Dans le grand autre, oui. Et donc c'est ça qui intéresse la femme plus que l'objet. C'est pour ça qu'à la limite, il n'y a pas d'objet dans la jouissance féminine. Contrairement au sujet masculin qui, c'est l'écriture du fantasme, c'est laisse barrer poisson petit a, et là dans ce tableau, il le met comme intéressant plutôt prioritairement le sujet masculin en tant que soumis à phi de x. Alors, la femme, effectivement, vise ce manque de signifiant dans l'autre. Et le premier manque de signifiant, c'est justement le signifiant de la féminité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de signifiant vraiment pour définir la féminité. Et cette flèche vers amphi, c'est le côté... la femme, effectivement, vise le grand père de la barrée, mais elle est bien obligée aussi de s'intéresser au phallus, au signifiant phallique, en tant qu'être humain, je veux dire, en tant que le phi de X concerne tout le monde. Est-ce que ça t'éclaire un petit peu les flèches diagonales? Oui. Alors, donc, je vous laisse la parole. Alors, pour ceux qui sont en Zoom et celles qui sont en Zoom, n'hésitez pas à mettre votre micro si vous voulez poser une question, tout le monde la répercutera si le son est trop mauvais.
Voilà, dans la salle, si vous avez des commentaires, questions ou autres, j'en aurai quelques-unes. Ah, Moi, je voulais vous poser une question plutôt sur les mathématiques, parce qu'il y a une chose que je comprends assez mal. Vous avez dit que pour l'existence, c'était en dehors des quatre formules, ou d'une formule qui faisait un ensemble par rapport aux quatre autres, que j'entends bien, parce que est-ce que ça veut dire qu'il faut quelque chose de divin pour que les gens se mettent à parler? Ah, il faut le verbe divin, mais le verbe comment vous l'expliquez, cette exclusion? Normalement, c'est ce que vous avez dit, cette existence est au-dessus des autres, en dehors de l'ensemble, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, c'est évoqué aussi. Pour Lacan, il n'y a d'ensemble que par une lettre, au moins une lettre, c'est le minimum, qui est en dehors et qui dit même dans le séminaire 20 d'ailleurs que si on a un ensemble E ne désigne pas l'ensemble, il fait l'ensemble. C'est-à-dire que pour lui, il faut vraiment qu'il y ait au minimum une lettre en dehors pour que l'ensemble existe. C'est ça qui exprime. en dehors. En dehors, oui. Parce que j'allais dire que c'est un peu malheureux que la lettre X soit utilisée tout le temps, qu'il n'y ait pas de Y, si je puis dire. C'est pas nécessaire, mais si on dit qu'on est en dehors de l'ensemble, on a l'impression que X est dans l'ensemble, que X parcourait les éléments de l'ensemble plutôt. Ah, c'est comme ça qu'on écrit d'habitude. Enfin, d'habitude, on n'écrit pas, mais enfin. L'apport de Lacan, c'est entre le pas tout et le tout. C'est là que vous renvoyez à Cantor sur la question des infinis qui sont au-dessus des infinis. Je n'ai pas très bien compris où se situe Cantor dans la question du pas tout. Non, c'est Gödel qui a enfin, d'après ce que moi j'entends, c'est Gödel qui introduit le pas tout, et Cantor, lui, il introduit la négation, un espèce de mort de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élément extérieur, et la question ne se pose même plus quand on est dans le pas tout. Quand on est dans le pas tout, il n'y a pas d'ensemble. Il n'y a pas d'ensemble, donc la question d'un élément extérieur ne se pose même pas. C'est pour ça qu'il a pu se permettre de mettre la négation sur le il existe. C'est-à-dire que pas il existe, c'est-à-dire que ça n'a pas de raison d'être de parler d'un X qui serait en dehors, puisqu'on est dans le pas tout. Alors, non mais j'entends bien vos critiques et vos réserves par rapport à l'utilisation de Lacan des quantificateurs, mais ça c'est Lacan, dès qu'il utilise quelque chose en dehors de la psychanalyse, aussi bien du côté de la linguistique, de la sociologie, etc., les spécialistes ne sont pas contents. Là, il me semble qu'il y a quelque chose quand même d'assez rigoureux qui tient la route, et le patou chez Gödel ressemble quand même étrangement à ce patou de Lacan. Je me permets 2 ou 3 remarques. Alors, première, c'est que, comme la plupart des mathématiciens, je ne suis pas du tout spécialiste de cette logique, qui est d'ailleurs la logique du début du XXe siècle. Donc, il y a déjà beaucoup d'eau qui est passée sous les ponts. Et donc, ce que je dis est quand même très naïf. Alors, ce qui est amusant, c'est que cette théorie des ensembles s'appelle la théorie naïve des ensembles, pour les experts. Mais donc, première remarque, ce serait de dire que le théorème d'incomplétude de Gödel, c'est quand même, il ne dit pas qu'il n'y a pas de vérité en soi. Il dit qu'il n'y a pas de probabilité, qu'on ne peut pas démontrer dans le système donné. C'est-à-dire qu'on commence par se donner un système. Autrement dit, alors, Grothendieck a introduit la notion d'univers, qui est à peu près, enfin, pas très très différent probablement,
et que les mathématiciens utilisent beaucoup, enfin utilisent pour se débarrasser des problèmes en fait. Mais parce que c'est ce qu'on met dans les premières phrases d'un article en disant bon, on va se mettre dans un univers. Mais en tout cas, chez Gödel, c'est dans un système donné. Si le système de données est assez riche, autrement dit, comme tu l'as dit, contient l'arithmétique, dont il avait d'ailleurs montré la consistance dans un premier article, alors effectivement, il va y avoir un énoncé qui serait vrai dans un système plus large et qui n'est pas démontrable dans le système qu'on s'est donné. Donc c'est pas quand même tout à fait la même chose, parce que c'est pas une vérité absolue ou une vérité dans n'importe quel système, c'est une vérité dans le système qu'on s'est donné. Et l'autre remarque, c'est tout simple, c'est que finalement la théorie, la démonstration du théorème de Gödel, qui pour les mathématiciens est simple, hein, les théorèmes de logique en général pour les mathématiciens c'est très simple techniquement, mais c'est incompréhensible parce qu'on ne sait pas pourquoi on les énonce. Mais c'est la même, exactement la même, que celle du théorème de Cantor qui dit que le Aleph0 et Aleph1 sont différents. Donc c'est simplement de dire. Alors je me permets de renvoyer, enfin non, je ne me permets pas, parce que, au livre de Manin que j'ai post-passé, et dedans il y a un article sur le théorème de Gödel qui est excellent, et où il explique, bon, ce que vous savez avant évidemment, que tout ça, ça dit que l'ensemble des parties d'un ensemble est toujours d'un cardinal supérieur à cet ensemble. Donc c'est même vrai pour les ensembles finis, mais c'est vrai, j'allais dire encore plus, c'est vrai à la Cantor pour les ensembles infinis. Et donc c'est quand même assez étonnant que la démonstration du théorème de Gödel et le fait que Aleph0 est différent de Aleph1, disons, ben, c'est en fait la même. C'est-à-dire c'est la diagonale. Donc il y a toujours un seul argument, en quelque sorte. Et juste pour ajouter qu'aujourd'hui, je n'ai aucune idée de ce que font les gens qui font de la théorie des ensembles. Ça existe encore, et c'est assez différent. Presque tous les mathématiciens ont peu d'idées sur ce qu'ils font. Il y a des systèmes dans lesquels, comment on appelle ça, on ajoute, ou on dit que l'hypothèse du continu est vraie. C'est-à-dire que Aleph1 est le cardinal des réels. Il y en a d'autres où on ne dit pas ça, puisque Cohen a montré que les deux sont plus indépendants. Ça a torturé Cantor pendant comme tu sais, pendant de longues années, ça a peut-être mis. Bref, voilà, c'était des remarques un tout petit peu techniques, mais tout petit peu, parce que vraiment, je ne suis pas du tout spécialiste de ça. Sinon, ce que tu nous as raconté, oui, ça semble. Enfin, je ne suis pas du tout spécialiste non plus de l'accord, même si j'ai justement le tome encore avec moi. Et je préfère vous laisser la parole à des gens qui ont plus pensé à ça. Jean-Claude, est-ce que tu... Nathalie nous a exposé la doctrine lacanienne. Dis-nous pourquoi tu n'es pas d'accord. Non, moi ça a toujours été l'exception effectivement qui me posait question. Enfin, on voit bien d'un point de vue psychanalytique la nécessité d'une exception, la fonction paternelle, et ainsi de suite. On voit bien sur quoi ça repose psychanalytiquement, mais je me suis toujours demandé la justification qui pouvait être donnée de ça. Alors, j'avais pas pensé à Thomas d'Aquin et à Dieu chez Thomas d'Aquin. Nous, il y a un de nos collègues qui s'appelle Marc Saint-Paul, qui, lui, prend les choses en disant que le côté masculin, en fait, c'est une logique contre-intuitionniste, c'est-à-dire qui abandonne, pour le coup, le principe de non-contradiction, alors que le côté féminin... qui admet le principe. Non, puisque là, tu vas plus loin. Oui, Nathalie nous a dit ça n'est pas contradictoire. Mais non, il y a deux principes, disons, le tiers exclu et oui, justement, la non-contradiction. Marc Saint-Paul, donc, il voit je trouve que, je suis d'accord avec lui, que du côté féminin, c'est le tiers exclu, qui est le principe de tiers exclu qui est abandonné, et du côté masculin, c'est le principe de non-contradiction qui est abandonné. Mais c'est plus grave, hein, parce que je veux dire que oui,
les mathématiques intuitionnistes, il y en a, c'est facile d'en construire. Les mathématiques, on abandonne le principe de contradiction. Bon, ça existe, il y a les logiciens font tout et le reste, mais les mathématiciens s'en servent absolument pas. Oui, non, mais c'est plus grave. Non, mais je crois que vraiment les deux formules ne sont pas contradictoires. Bah, ça dépend dans quoi. Ça en fait, ce qui est bizarre, dépend c'est que tu vas plus loin à gauche qu'à droite. Si tu dis qu'on abandonne le principe de contradiction, c'est encore bien pire que pour la formalisation. Alors que pour Lacan, c'est la norme mâle, et dans la norme mâle, on ne peut pas dire qu'on admet le principe de contradiction. La difficulté, c'est tout de même effectivement du côté de la mathématisation, du point de vue psychanalytique, bien sûr que c'est très, très évocateur de la clinique et ce qu'il énonce là, mais c'est dans la justification mathématique que c'est même au-delà des mathématiques, on baigne vraiment dans la logique aristotélicienne. Dans la logique aristotélicienne, c'est pour il existe et le contexte actuel politique, c'est quelque chose du côté du Patou qui représente une ouverture quand même considérable par rapport, si on veut bien admettre que c'est la norme mâle qui est à gauche. Oui, mais pour le coup, c'est pas la logique aristotélicienne. La logique aristotélicienne, elle nous dirait qu'il y a une contradiction. Oui, alors. Mais je suis d'accord que d'un point de vue psychanalytique, ça parce que tu dis c'est et c'est pour ça que je disais, enfin que je signalais l'abord d'un de nos collègues, qui est peut-être d'ailleurs sur l'écran, je sais qu'il écoute souvent ce séminaire. Donc alors, ce qui n'est pas aristotélicien, c'est bien effectivement, pour Aristote, le passage de l'universel à la particulière, c'est si tout homme est phi de X, on peut en désigner un particulier qui est phi de X. Et là, ce que Lacan fait de subversif, c'est que la particulière, elle est en dehors de l'ensemble en question. Mais ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose qu'il est allé rechercher chez Imre Hermann, qui était un psychanalyste hongrois et qui s'intéressait beaucoup justement aux mathématiciens, qui a fait des articles sur je ne sais plus si c'était Cantor, oui c'est sur Cantor je crois, mais aussi sur Darwin et ainsi de suite, et qui lui appelait ça l'axiome de choix. Et je te dis comment il faisait quelque chose. Moi, je suis pas spécialiste. Et il donnait comme exemple, par exemple, tout coco et mi-fili, donc on revient à la question du père. Bon, César à Brutus, si même toi tu le tues, donc tous veulent le tuer. Ou, et il prend pour exemple Aristippe, Aristippe est le plus vertueux des hommes, s'il est corrompu, tous sont corrompus. Et il semblerait que donc Lacan, avant de produire ces formules-là, il était allé en Hongrie et il avait discuté avec Imre Hermann, qui soutient ce genre de... Mais il ne le cite jamais. Hein, il ne le cite pas, il le cite pas Lacan aussi. Non, mais il citera comment ses sources. Non, mais juste pour dire, donc l'axiome du choix, juste pour rappeler, c'est encore une troisième chose sur laquelle les gens ont beaucoup discuté à l'orée du XXe siècle, c'est la possibilité, entre guillemets, faire une infinité de choix. C'est un peu différent. C'est-à-dire qu'un produit d'ensemble non vide est non vide, comme on dit. Le produit pouvant être infini. Ça veut dire que si on doit faire une infinité de choix, est-ce qu'il est possible, de manière effective, ou je ne sais pas, de dire que un produit infini d'ensemble non vide et non vide, ce qui revient à dire qu'on peut faire une infinité de choix simultanément, si je puis dire. Simultanément. Oui, simultanément, parce qu'il faut oui, en un sens simultané, ça ne veut rien dire simultanément, parce qu'il n'y a pas le temps, mais quand même, ça veut dire qu'il y a un élément, on peut choisir, comme son nom l'indique, on peut choisir un élément qui dépend d'une infinité de choix. Voilà. C'est ça l'action du choix. C'est quand même autre chose, hein. Donc il y a le tiers exclu, la non-contradiction. Moi j'aurais une question, alors quand Freud dit l'inconscient n'est pas, est-ce que c'est féminin, masculin ou ni l'un ni l'autre? Neutre, si j'en dire.
L'inconscient n'admet pas le principe de contradiction. Ah, Non, non, là c'est quand il décrit l'inconscient. Oui. Neutre, si tu veux. Donc, en ce que dit Jean-Claude, tu avais l'air de dire que Imre Hermann l'attribuait au yang. C'est-à-dire que enfin, du côté gauche. Hermann, il n'en a pas fait des formules de la sexuation Non, mais sans masculine formule. et féminine. Mais par contre, c'est lui qui a introduit cette question de l'exception inverse, on peut dire, qui permet de fonder l'universel. Sur les deux exemples, du style des deux exemples que je viens de vous donner. Il a introduit ça dans la... Donc c'est pas une contradiction, c'est bien dans le même sens que Lacan. Oui, on peut dire ça, mais le fait est parce qu'il faut d'abord poser tout de même Brutus qui théoriquement ne devrait pas tuer son père et Aristippe qui serait complètement vertueux, quoi. C'est de cette caractéristique exceptionnelle qu'à constater qu'elle n'y est pas, ça donne l'universel. Non, j'avoue que tu pourrais recommencer. Eh bien, c'est réénoncer sur ce tout quoi tout quoquonéphilie, c'est si même toi qui es mon fils, oui, tu veux me tuer, donc tous veulent me tuer, ou si même Aristippe, qui est le plus vertueux des hommes, il est corrompu, donc tous les hommes sont corrompus. C'est ça les exemples d'Imre Hermann quand il resserre ça. C'est des exemples de quoi, justement par rapport à ces... Oui, de façon de penser. Oui, je veux en Oui, venir. mais de quel principe? Oui, je veux en venir Oui, voilà. avec ça. Est-ce que ça nie quelque chose? Est-ce que ça ça nie un principe ou... Parce que bon, si je pourrais être très très plat... C'est des espèces de sophismes. Non, mais disons, pour être très plat, il y a trois principes. C'est un Il y en a sophisme. plus d'ailleurs. Mais mettons qu'il y ait trois principes, non-contradiction, tiers exclus et axiome du choix. Alors, l'axiome du choix étant justement quelque chose qui est maintenant universellement admis, mais les mathématiques constructivistes ne l'admettent pas. Mais les mathématiques constructivistes ne sont plus tellement à la mode. Enfin, ça existait, mais c'est tombé en désuétude depuis très longtemps. Mais donc, apparemment, enfin, d'après ce que dit Nathalie, le côté gauche, masculin, s'en tient aux tiers exclus même, et a fortiori à la non-contradiction. Disons que la non-contradiction est plus forte que le tiers exclu quand même. Personne ne peut nier la contradiction et garder le tiers exclu parce que ça n'a aucun sens. Simplement, ça n'a pas de sens. Si on nie la non-contradiction, le tiers exclu n'existe plus. Donc le tiers exclu, entre guillemets, implique non-contradiction. Et alors, Nathalie avait l'air de dire qu'à gauche, on préservait le tiers exclu, c'est-à-dire qu'on a une logique qui n'est pas intuitionniste. Parce que nier le tiers exclu, c'est en général l'indice des logiques intuitionnistes qui peuvent être de la topologie très simple. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin, mais enfin, Non, mais enfin, il faut voir ce qu'il y a derrière le fil de X. Le fil de X représente la castration, donc on peut effectivement, dans le fil de X, il y a le fonctionnement de l'inconscient, c'est-à-dire de ne pas reconnaître la contradiction, etc. C'est caché derrière le fil de X, ce que tu évoques là, d'une certaine façon. Mais donc à gauche, malgré tout, oui, enfin, si on commence à prendre Freud au sérieux et à dire qu'il y a de la non-contradiction, alors là on est un peu fichu mathématiquement, parce qu'on ne peut plus parler de tiers exclus du tout. Oui, non mais c'est vrai que Ni à gauche, ni à droite, ni nulle part. C'est vrai que l'inconscient oui, a des propositions qui sont tout à fait contradictoires. Mais dans ce cas-là, tout se dissout parce que... C'est hors du temps, mais c'est pas gênant. C'est pas gênant. L'inconscient est hors du temps, il peut mélanger des choses. Bon, c'est pas gênant. Oui, les mathématiques aussi sont hors du temps dans ce sens-là. Ouais. C'est la physique. Non. Mais enfin, oui, ce que je veux dire, c'est que si on n'admet plus la non-contradiction, alors toute l'histoire du tiers exclu tombe. Parce que c'est plus pertinent, en fait. Mais donc, il faut quand même... C'est ça qui est difficile, peut-être, hein, je veux dire. Claude.
Merci. Si je peux faire deux remarques. Oui, voilà. Oui. Bon, la première est très basique, un peu cuistre, une question d'interprétation des quantificateurs, il existe X, ou pour tout X. Tout X. Bon, très tôt, les mathématiciens et ceux qui ont un peu réfléchi, je pense à des formulations qui ont couru dans l'école de Harvard, on peut comprendre les 10 quantificateurs comme des existentiels. Il y en a ou il n'y en a pas, des choses, ou bien simplement comme des possibilités de substitution. Et l'usage des mathématiciens, c'est les possibilités de substitution que confirme l'esprit de l'action du choix. Oui, ils admettent l'action du choix. Mais c'est pas grave, après tout, on peut s'approprier cet usage. Simplement, puisqu'il a été introduit dans les tâtonnements de Frege, je rappelle ces réflexions donc, sur l'existence. L'existence ne se dit pas d'un objet, il y en a, naïvement, ça se dit d'un concept. Sous un concept, est-ce que je peux trouver... Bon, ça lui a coûté cher de ne pas... de ne pas aller plus loin, puisque en introduisant un nouvel axiome dans sa seconde Begriffsschrift, c'est là où il s'est cassé la figure et qu'il a introduit l'antinomie. Mais je reviens sur cette notion c'est d'un concept, on dit il y en a ou il n'y en a pas, concept bœuf, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce que je peux en trouver, en piquer un, voilà. Et surtout quand ça apparaît dans le dialogue avec le théologien Cogneur, dont j'ignore rien sinon l'échange avec Frege, où Frege explique à Cogneur que Dieu n'est pas, pour lui, n'est pas une intuition, mais du concept de Dieu, est-ce que je peux dire, il y a une application, il y a vraiment quelque chose qui y correspond. Donc voilà ce que je voudrais les rappeler sur la précaution des mathématiciens quant à la notion de quantificateur, et d'autre part, même Frege, enfin, bien qu'il ait inventé cette notation, a été très, très hésitant. Malheureusement, il devait reprendre cette analyse dans des recherches logiques, et le pauvre homme est mort sans achever ses recherches logiques sur la quantification. Donc, le mathématicien hésité, je voulais simplement le rappeler, ce qui n'empêche pas qu'on peut avoir le droit d'utiliser naïvement ça, hein, cette quantification. Je vous dis que c'était une remarque sur l'usage des symboles mathématiques et l'usage des symboles de la langue commune, un petit peu cuistre, mais je voulais rappeler ce contexte-là, qui prouve que quand on a inventé, c'était pas si facile que ça, Lacan met la main dessus, ça le regarde. Et puis, ma deuxième question, c'est que autant je comprends le symbolisme que vous avez écrit en haut, autant, alors là, c'est aveu d'incompréhension, je ne suis pas familier. Est-ce que vous pourriez reprendre les dialogues, les symbolismes d'en dessous et les parler? Parce que vous utilisez S comme un absolu, ici S entre parenthèses A, est-ce que c'est une fonction et un argument? Que signifie le L? Vous voyez, c'est pure ignorance. Je ne sais pas ce que ça veut dire ce L. Et pourquoi tout d'un coup, alors que vous aviez utilisé dans le haut phi comme un signe de fonction toujours accompagné d'une variable, qu'est-ce que c'est ce phi absolu, hein? C'est ignorance de la part. Hein? Est-ce que vous pourriez simplement relire lire
ce que signifient ces schémas-là, Oui. qui me semblent étrangers. Oui, non, c'est très difficile de résumer effectivement toute la théorie de la Le blanc et le jaune, c'est pas Ah oui, c'est du Lacan. Oui, ça c'est du Lacan. Ah oui, non, Ah, c'est du Lacan. Ça, c'est excusez-moi, je suis pas les formules, aussi bien les formules jaunes que les formules du bas. D'ailleurs, j'avais l'intention de cacher ça et de parler. Tu m'as dit de les écrire. Non, je les ai écrits. Non, mais quand même. Je les ai recopiés Si vous pouvez, en gros, voilà, Page revenir, 73. je ne demande pas de défiler tout Lacan, mais en gros de m'expliquer ce schématisme. Alors, le S chez Lacan, suivant les années, ça C'est le sujet. insignifiant. Ah bon? Ah, c'est le sujet ou signifiant? Sujet, suivant les années. Et je pensais aussi sexualité, vous voyez, c'est ambigu. Ah non, je savais pas comment ça se Non, En tant que signifiant, ça rend pas signifié, il a mis à l'envers ce que l'écriture de Saussure, qui met le signifié en haut et le signifié en bas. Lui, il a mis le signifié en haut et le signifié en bas. D'accord. mais S barré, c'est quand même aussi le Alors, sujet. attends, Donc, effectivement, j'ai vraiment pensé que S voulait dire ça. Laissez Nathalie expliquer ça. Donc, et d'ailleurs, c'est chez Saussure qu'un signifiant ne fonctionne jamais tout seul, c'est-à-dire qu'il renvoie toujours un autre signifiant pour la structure saussurienne, avec un effet de signifier petit s. Alors, le sujet, lui, il est pris toujours entre deux signifiants. Quand il commence à parler, il ne peut pas se contenter d'un signifiant. D'où l'écriture grand S barrée, c'est-à-dire qu'il est divisé. Tout sujet pour la psychanalyse est divisé. Alors, c'est plus signifiant maintenant. c'est Non, ça. Non, je suis d'accord que. Non, il est toujours entre deux signifiants. Donc, l'écriture S barrée veut signifier cette division du sujet. Et alors, dans le volume des séminaires, le 14, là, qui est paru juste avant le 15, c'est l'acte psychanalytique, et le 14, c'était la logique du fantasme. Alors, la logique du fantasme, Lacan le développe, il arrive à l'écriture Voilà, je me demandais ça. S barré, poinçon petit a. Alors le poinçon, Lacan l'a développé de 36 façons différentes, d'ailleurs en utilisant les symboles mathématiques éventuellement, celui-là ou celui-là. Enfin, donc il a joué avec. Mais ici on dirait que c'est unidirectionnel. Alors, Il écrit comme ça, il écrit dans un seul sens. Là, par rapport à la question de la sexualité et par rapport à la sexualité masculine, vise toujours un objet petit a quand il développe ça en resserrant du côté de la sexualité, un objet chez la partenaire. C'est-à-dire qu'il y a toujours un trait qui éveille le désir, notamment masculin, chez la partenaire. Dans Freud, il y a des exemples comme ça. Le brillant sur le nez, par exemple, un des patients, c'est l'homme loulou, hein, je crois. Il avait cette particularité-là, et donc la sexualité masculine est ordonnée par la question de l'objet, et ce n'est pas le cas justement pour la sexualité féminine. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, d'où le rapport privilégié à la chose directe qui exploite Grothendieck en disant que le féminin mathématique, C'est l'accès à la vérité aussi. Il incarne, oui. De ce point de vue-là. Oui, c'est ça. Alors, le Labarré, je l'ai un peu expliqué. Ça ne vous ennuie pas de... Qu'est-ce que c'est elle? Non, Ah non, c'est là. C'est pas le petit a. C'est l'article. Oui, c'est plutôt une fonction. Non, déjà, non, il ne faut pas être trop. Très bien. Donc, Frege, je crois, se retournerait dans sa tombe. Labarré, c'est c'est pareil, la femme n'existe pas. Voilà. Je crie tel au tableau. Je vais laisser ça au tableau.
quoi est-ce que ça renvoie à S barré? S A barré, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que vous a expliqué. Elle est du côté d'un manque de signifiant, et donc sa jouissance vise au-delà de l'objet. Lacan l'a développé sur des pages et sur des pages. Ça représente une jouissance qu'incarnent plutôt les mystiques. C'est-à-dire, c'est une visée au-delà Des signifiants. Enfin, il faut dire que le grand A. Au-delà du phallus et le grand A. Le grand Pourquoi il est barré? Le grand A est du côté de Dieu, du Père, du nom du Père. Le grand A a eu aussi des significations différentes au fil des années. Alors que le petit A, c'est une visée réelle. Alors, en tant qu'autre, ça peut être l'autre primordial du petit sujet, ça peut être la mère, le père. Là, la barre est en fait différente. Ça représente aussi l'ensemble des signifiants. Donc, vraiment, il y a eu un jeu très très varié autour de cette écriture du grand A. Ça représente l'autre, ça représente aussi comme lieu du signifiant. Il y a souvent cette expression-là. Et quand il est barré, c'est que en tant que lieu du signifiant, il n'est jamais complet, c'est-à-dire qu'il en manquera toujours. C'est pour ça que quand on parle avec des collègues, ils disent mais les signifiants ils sont infinis, puisqu'on peut toujours en rajouter. Et donc là, il faut ramener Cantor, c'est l'infini potentiel, c'est-à-dire qu'on peut toujours en rajouter, mais ce sera toujours fini. Mais en fait, s'il n'était pas barré, ce serait le lieu de la folie. C'est le grand A non barré. Si on ne barrait pas le grand A, ce serait le lieu de la folie, en fait. Enfin, je dis ça. Moi, j'aurais une proposition à faire. Dieu tout court, Dieu. Ou Dieu, mais bon. Alors, il y a quelqu'un qui pose. Oui, il y a quelqu'un, toujours Florence, qui nous dit Oui, quelque... Pierre, je voulais voir, Nathalie, est-ce que vous seriez d'accord, par exemple, disons pour expliciter également les formules et ensuite le tableau qui est en dessous, enfin les flèches qui sont en dessous, de dire qu'il y a un aspect de la sexualité entre le fantasme et les deux signifiants majeurs qui sont le phallus et le S de grand tabaret, qui est un signifiant qui est effectivement le manque de phallus. Le manque. Le manque de phallus, puisqu'on a du côté la femme, vous voyez. Et la femme a affaire avec ce manque de phallus et avec le phallus également, parce qu'il faut, à mon avis, c'est pas pour rien que Lacan met ce dessin avec les flèches en dessous des formules de la sexuation. Oui, il faut un peu comprendre pourquoi le blanc est en dessous du jaune. C'est pas évident non plus. Non, mais ce que je veux Non, je suis d'accord. De là où je suis, on voit assez bien la question de la sexualité avec le fantasme et la question des deux signifiants sexuels majeurs que sont le phallus du côté de l'homme et le signifiant du manque dans l'autre, c'est-à-dire le signifiant de l'absence de phallus du côté de la femme, auquel la femme a affaire aux deux. Mais la femme n'existant pas, on peut interpréter les choses comme ça, de mon point de vue. Du coup, on va pouvoir remonter aux formules de la sexuation pour dire qu'il y a vraiment une interaction entre le patou et le pourtou et le patou et la question de l'existence. Il y a une relation, disons, pour l'homme et la femme à rejoindre l'existence dans la parole. Voilà. Je pense que c'est ça que Lacan essaye de décrire dans ces chapitres-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui êtes une lectrice. C'est-à-dire que par rapport à la sexualité, si on remonte à Freud, Freud définissait le désir par rapport au phallus qu'il identifiait presque au pénis. C'est-à-dire que le partage entre le garçon et la fille, c'est tourner autour de cette question, l'avoir ou ne pas l'avoir. Avec le fait donc que... un signifiant. Avec bien un signifiant. Non, pour Freud, il y avait quelque chose de l'anatomie des
détermine le destin. Hein. Il Oui. reprenait la formule de Napoléon, et pour lui, effectivement, du côté du garçon, il y a la peur de le perdre, et du côté de la fille, l'envie de l'avoir. Alors on peut interpréter effectivement cette flèche-là à un niveau freudien. Mais pour Lacan, hommes et femmes sont des signifiants. La sexualité ne repose pas sur l'anatomie, justement. Non, mais ça repose et sur l'anatomie, et sur l'échange de paroles, et sur la parole. C'est pour ça qu'il écrit des formules d'acceptation. Parce que là-haut, on est au niveau de la parole. Je ne sais pas si vous en êtes d'accord. En bas, on est au niveau de la sexualité, et en haut, on sera au niveau de la parole. Parce qu'il y a effectivement les deux dans la détermination des genres. Il y a les deux. Il n'y a pas que l'anatomie, il y a aussi le fait d'avoir une énonciation d'homme ou une énonciation féminine. Et d'ailleurs, Lacan le dit bien, on peut être une femme et se mettre du côté homme, et être un homme et se mettre du côté femme. Hein. Bien sûr. Ça répond à la question de la conscience. Oui, non, mais cette dichotomie, enfin, la différence entre le dessus et le dessous est assez parlante. Oui, je fais un peu. Alors, le phi de X veut dire que tout humain est soumis à la castration représentant la dimension symbolique d'une frustration imaginaire, je ne l'ai pas, ou j'ai peur de le perdre, ou d'une privation réelle. Donc, ça veut dire que X est soumis à la castration symbolique, c'est-à-dire à un manque de signifiant. Au niveau de la parole et au niveau, au niveau de la structure du langage. L'existentiel, vous l'expliquez comment? L'existentiel, comme vous dites, c'est un trou. Il faut bien un trou pour que les femmes et les hommes se mettent d'un côté ou de l'autre, ou échangent. Moi, je l'interprète comme ça, mais vous avez dit tout à l'heure, je vous ai posé la question, à propos de Cantor, que ce qu'il faisait, c'était de faire le vide à ce niveau-là, au niveau de l'existence. Moi, je suis tout à fait d'accord pour ça. Hein. Mais il faut expliquer l'existence, parce que sinon, comme vous dites, on a pour tout et pas tout, et c'est le contraire. Hein. Donc ça, il y a quelque chose qui est en plus chez Lacan. Il a ramené. Là, vous faites un commentaire qui ramène à la définition, effectivement, de cette fonction propositionnelle phi de X et de sa signification. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que X est et de toute façon du côté de la castration, du manque symbolique. Oui. Est-ce que vous pourriez commenter petit A sur Das Ding, là, exactement ce que ça représente? Alors, par analogie avec ce que Grothendieck présente de façon répétitive dans Récolte et Semailles, et il dit qu'il y a les choses mathématiques comme ça qu'on peut percevoir, et l'élever à la dimension d'objet qui rentre dans un langage formalisé et sur lequel on peut travailler. Oui. Et je faisais l'analogie avec Lacan, la façon dont il a interprété le Das Ding freudien qui renvoie à la mère pour le petit enfant. La chose, dans la chose freudienne... C'est quand même flou chez Freud, non? Das Ding, Non, c'est pas vrai. Non, il dit que dans le complexe de perception de la mère, il y a une partie qui peut s'interpréter pour l'enfant à partir de ses propres mouvements. Il y a quelque chose qui n'est pas constant, quelque chose qui est en mouvement et qui peut interpréter à partir de ses propres mouvements. Et puis il y a une partie qui reste constante et qu'il ne peut pas interpréter et qu'il nomme Das Ding. C'est donc c'est la partie qui n'est pas interprétée par le petit enfant, qui se présente comme une constance impensable en fait, parce qu'il ne peut penser qu'à partir de ce qui se passe pour lui-même,
qui est l'autre partie du complexe maternel. Dès l'esquisse d'une psychologie scientifique, Freud introduit, vous savez, les réseaux de neurones que nous on interprète comme les réseaux de signifiants, et ça tourne toujours autour de quelque chose qui échappe au signifiant et qui est ce Dasding. Et Lacan le reprend en mettant à cette place-là l'objet petit a. Et le petit a, alors c'est ce qui peut être interprété par l'enfant? Non, le petit a, là on se passe au niveau théorique. Hein. Au niveau théorique, il y a le Dasding chez Freud qui fait trou dans le réseau des signifiants. Oui. Et pour Lacan, il l'appellera petit a, objet petit a. Quelque chose qui est plus maniable. Qui est plus maniable. Enfin, c'est ce que tu dis, moi je oui. trop. C'est maniable, ça pourra rentrer dans l'écriture du fantasme, etc. Oui. Ou même des pulsions qui tournent autour d'un objet partiel, qui est aussi un objet petit a. Enfin, l'objet petit a, il a beaucoup de fonctions. Hein, c'est tout de même une généralisation de la fonction de l'objet partiel. Freud et les post-freudiens avaient montré qu'il y avait tout de même des objets. Avec Freud, c'était avant tout le sein, les excréments, le pénis, enfin qu'il y avait des objets qui se présentaient au début comme des objets partiels, et Lacan en a fait une généralisation en termes de ce que c'est ce qui doit être cédé au niveau du corps pour pouvoir rentrer dans la logique du signifiant. Donc l'objet A, c'est tous ces objets partiels, mais pris dans leur fonction générale. Et qui, pour le coup, échappent au signifiant, mais en même temps, échappant au signifiant, est tout de même cerné par ça, et se présente sous la forme la plus concrète de ce qui excite le désir au niveau du corps. Oui. Alors, du coup, les flèches blanches, ça répond un petit peu à vos interrogations. Oui. Moi, j'ai une question. Oui. Alors, un peu, je sais pas, c'est un peu scolaire. Hein. Dans la discussion sur l'objet A chez Lacan, il y avait une discussion avec Jacques Alain Miller autour de Heidegger et tout ça. Et Lacan, moi, j'ai jamais compris pourquoi. Lacan a dit que, pour moi, mon ontologie est plotinienne. Il se réfère à Plotin. Alors, quel est le rapport avec l'un, le principe de l'un voilà. Et cette logique, par exemple. Parce que je n'ai pas compris pourquoi il a dit ça, en fait. Moi, je ne connais pas Plotin, donc je ne sais pas si peut-être que... Non, je ne sais pas pourquoi. Il y a une formule, tout de même, que Lacan a répétée souvent, qui tient de Plotin, il semblerait, et justement, c'est Jacques-Alain Miller qui en parlait, qui est que l'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas. Il semblerait que c'est une formule de Plotin, et que... C'est très joli. Voilà, donc... tu crois que c'est ça? C'est possible. En tout cas, moi, c'est l'élément d'explication que j'ai. Oui, on peut ajouter qu'une référence à Plotin permet d'échapper à l'accusation de brutal, grossière de platonisme. Oui. Enfin, ce qu'on appelle caricaturalement platonisme et que j'ai appelé platonisme d'opérette. Ça fait rien. Oui. La formule, c'est même donner à quelqu'un qui n'en veut pas quelque chose qu'on n'a pas. Après, ce qui est quand même excellent. Il l'a peaufiné au fil des années. Il l'a borroménéisé. Ouais. Alors, dans cette discussion très ouverte, je me permets de signaler le livre d'un psychanalyste dont j'avoue que je stime beaucoup, c'est Gérard Weichmann, qui a écrit un livre sur la nature morte, en disant que ce n'est ni mort ni une nature, et qui reprend de manière très très intéressante, je ne dis pas ni en apport direct ni en objection, la théorie de l'objet en psychanalyse. C'est un beau livre, et qui touche à la peinture. Maman, on va peut-être, sauf si tu veux conclure sur quelque chose de précis, on va peut-être se séparer. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un séparé? Est-ce que quelqu'un a encore
Sauf si quelqu'un a quelque chose de précis, quelque chose à ajouter. Non, ben alors écoute, on va quand même t'applaudir une fois. La formule de l'accord, il y a de l'un. C'est ce que j'allais dire exactement. Il y a de l'un. Ah oui, il y a de Qui ça c'est un peu. Ah oui, voilà, c'est C'est ça. une formule. C'est du Plotin, ça? Oui, bah, oui. Je pense que c'est une formule plotinienne. Oui, Et comme vous venez de rappeler que ça venait dans une discussion sur Heidegger, c'est pour éviter, je m'engage, la grossièreté d'Heidegger. Il y a de l'être. On le sait. Oui, on peut faire Oui, des je choses. crois que ça paraît quelque chose de plus subtil, qui n'est ni une sorte de dogmatisme archaïque à tort prêté à Platon, ni la brutalité heideggerienne. voilà. Et ben voilà, ce serait une excellente conclusion.